Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse. S'adresseront à vous le premier ministre du Québec, François Legault, Christine Fréchette, qui est la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'Intégration, et Jean-François Roberge, ministre de la langue française. Monsieur Legault, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. D'abord, je veux remercier Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, pour cette annonce qui est déterminante pour la nation québécoise, et Jean-François Roberge, qui est responsable de la langue française. Donc, ils ont travaillé ensemble. Évidemment, il y en a eu d'autres annonces avant, mais pour moi, c'est la plus déterminante. Vous savez, pour moi, ma responsabilité première comme premier ministre du Québec, c'est de protéger notre identité, puis ça commence bien sûr par notre langue. Je suis le seul premier ministre en Amérique qui représente une majorité de francophones, donc je me sens une responsabilité, même une responsabilité historique. Ça fait 400 ans qu'on se bat pour continuer à parler français au Québec. J'ai bien l'intention de continuer à faire ce que nos ancêtres ont fait pendant ces 400 ans. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, on voit un déclin du français sur à peu près tous les indicateurs. Langue parlée le plus souvent à la maison, langue utilisée le plus souvent au travail, première langue officielle parlée. Il y a un déclin du français depuis 20 ans. Et on a commencé à agir depuis qu'on est arrivé au pouvoir en 2018. Puis je pèse bien mes mots. On est le gouvernement qui en a fait le plus pour le français depuis le gouvernement de René Lévesque. Je pèse bien mes mots, là. On est le gouvernement qui en a fait le plus depuis René Lévesque pour le français, pour arrêter le déclin, pour encourager la place du français au Québec. D'abord, rappelons qu'on a adopté dans le dernier mandat la loi 96, qui était la première grande réforme de la loi 101, la grande loi de Camille Lorrain. Entre autres, quelque chose de très important, on a étendu la loi 101 aux plus petites entreprises. C'est un message qui est très important. Le français, langue de travail, c'est un incitatif, évidemment, pour ceux qui vivent au Québec, de dire, si on a besoin de parler français pour travailler, bien, c'est un incitatif qui est très important. On a été le premier gouvernement aussi récemment à poser des gestes dans les universités anglophones. Vous le voyez, il y a encore des réactions, mais il faut quand même d'abord situer le contexte. 25 des places au Québec aujourd'hui dans les universités sont dans les 3 universités anglophones. 25 des places. Donc, je pense qu'on a augmenté, entre autres, les tarifs pour les étudiants qui viennent du reste du Canada. On a remis en place un montant qu'on appelait avant de péréquation, qui avait été aboli par Jean Charest et Philippe Couillard pour les étudiants étrangers. Donc, si je regarde les tarifs qui sont payés par les étudiants des autres provinces, ni le gouvernement libéral, ni le gouvernement du Parti québécois qu'on a eu, ou les gouvernements, n'ont agi dans les universités anglophones. Nous, on le fait. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est déterminant, c'est vraiment l'intégration des immigrants à la langue française. C'est ce qui est le plus important si on veut inverser le déclin de la langue française. Donc, on vous présente aujourd'hui 2 séries de mesures. D'abord, pour les immigrants permanents, puis ensuite, pour les immigrants temporaires. Commençons par les immigrants permanents. On choisit, on décide de garder les seuils, donc le nombre total
d'immigrants permanents acceptés par année à 50 000. On avait évalué la possibilité de l'augmenter à 60 000, mais c'est important pour nous, pour arrêter, pour inverser le déclin du français, de se limiter à 50 000. On fait ce choix-là pour 2 ans. Ça veut dire qu'on va, pendant 2 ans, regarder quel est l'impact. Là, Jean-François est en train de sortir des chiffres qui vont être annuels plutôt qu'aux 5 ans, attendre après le gouvernement fédéral pour voir l'évolution du français au Québec. Mais en fonction de ces résultats-là, on prendra des décisions pour les années suivantes. Habituellement, ces prévisions sont pour plus que 2 ans, mais là, on veut s'en tenir à 2 ans. Ce qu'on fait aussi, c'est que pour la partie importante de ces 50 000, qui sont les immigrants économiques, pour la première fois dans l'histoire du Québec, il va maintenant y avoir un test de français pour les immigrants économiques. Avant, donc avec les gouvernements libéraux ou péquistes, ça donnait des points, mais il n'y avait pas une obligation. Donc maintenant, il y aura une obligation pour les immigrants économiques qui sont contrôlés par le gouvernement du Québec. Il faut bien comprendre. Bon, les libéraux ont choisi de ne pas agir, puis le PQ, attendent le grand soir ou veulent faire la démonstration que le Canada ne fonctionne pas. Ça relève directement du gouvernement du Québec. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a réformé le programme d'expérience québécoise, le PEC, pour dire à partir de maintenant, ça va s'appliquer seulement aux étudiants dans les universités et les cégeps francophones ou ceux qui parlent français. Donc, c'est un changement important. Et ce sont à peu près, je dirais, des immigrants parfaits pour l'intégration au Québec. Parce qu'on parle d'étudiants, donc de jeunes, qui parlent français puis qui obtiennent leur diplôme au Québec. Donc, pas d'enjeu de reconnaissance des acquis. Donc, c'est pour ça qu'on vient en faire un groupe en continu. Puis on dit, bien, dans le 50 000, d'abord, à peu près 60 % c'est des immigrants économiques. Maintenant, ils vont devoir réussir un test de français. Puis en plus, on ajoute le PEC, où là, ce sont tous des francophones. Donc, on vient changer complètement l'approche du côté de l'immigration permanente. Maintenant, pour ce qui est de l'immigration temporaire, c'est vrai qu'on est rendu à, moi, les chiffres que j'ai, c'est 466 000. C'est beaucoup. Bon, il y en a 118 000, ce sont des étudiants. On vient d'en parler. Il y en a 134 000 que ce sont des demandeurs d'asile plus les Ukrainiens qu'on a, avec raison, accueillis. Sauf que ce 134 000, c'est plus du double de ce qu'on aurait dû recevoir si on avait reçu notre proportion de la population dans le Canada, qui est 22,2 %. Donc, c'est plus de 54 % des demandeurs d'asile et Ukrainiens qu'on a reçus au Québec, alors qu'on représente 22 % de la population. Bon. L'autre groupe, ce sont les travailleurs. Dans les travailleurs, il y a ce qu'on appelle le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. Il y en a 59 000. Ceux-là sont contrôlés par le gouvernement du Québec. Donc, on émet un certificat. Donc, à l'avenir, ce qu'on va faire, c'est que s'ils veulent rester au Québec plus que 3 ans, ils vont devoir réussir un test de français. Ça veut dire que, on le voit actuellement, il y a des immigrants temporaires qui sont là pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bien, ils ne pourront plus rester plus que 3 ans sans avoir réussi un test de français. Maintenant, reste le groupe qu'on appelle les PMI, donc qui relève du gouvernement fédéral. Donc, on va envoyer une lettre pour le faire officiellement dans les prochains jours, mais on va demander au gouvernement fédéral
de faire la même chose que ce qu'on fait pour le PTET, c'est-à-dire maximum 3 ans au Québec sans avoir réussi un test de français. Et je reviens sur les demandeurs d'asile. Si on l'a déjà demandé, mais on veut que le gouvernement fédéral, parce qu'on a beau être passé du chemin Roxham à l'aéroport, il reste qu'on continue de recevoir le double, plus du double du nombre qu'on devrait recevoir si on recevait le pourcentage équivalent à la population du Québec sur la population totale du Canada. Donc, on va demander au gouvernement fédéral de réduire de façon importante les demandeurs d'asile. Donc, on pense que toutes ces mesures-là vont nous aider à inverser le déclin du français. Donc, le message va être très clair, là, autant pour les étudiants que pour les travailleurs. À l'avenir, si vous voulez venir au Québec plus que 3 ans, si vous voulez être reçu immigrant permanent, il va falloir parler français. Donc, c'est quand même historique ce qu'on fait. Ni un gouvernement du PQ, ni un gouvernement du Parti libéral avait agi sur l'université anglophone. Il n'avait pas agi pour les immigrants économiques, puis il n'avait pas agi non plus pour les immigrants temporaires en vertu du PTET, un programme qui pourtant est contrôlé par le gouvernement du Québec. Donc, nous, au lieu de faire des discours, là, on agit, puis le gouvernement de la CAQ, là, puis ça va être ma grande fierté, va être le gouvernement qui va avoir inversé la tendance, donc qui va avoir réussi à arrêter puis à démarrer dans l'autre sens le déclin du français au Québec. C'est ma grande fierté. Sur ce, je passe la parole à la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Chers collègues, ministre de la langue française et ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie, entre autres responsabilités, je ne vais pas toutes les nommer, chers représentants des médias. Donc, c'est avec fierté que je vous présente aujourd'hui le fruit de plusieurs mois de réflexion, de travail et de discussion et d'échanges et d'analyse en ayant déposé ce matin le plan d'immigration du Québec pour l'année 2024, de même que la planification pluriannuelle de l'immigration pour les années 2024 et 2025. C'est une planification qui, croit-on, va contribuer à l'atteinte de nos principaux objectifs en matière d'immigration, à savoir protéger la langue française et aider à atténuer la pénurie de main-d'œuvre. En mai dernier, on a fait une annonce historique, comme le rappelait le premier ministre, qui a amené un changement important, un virage pour l'approche que l'on adopte en matière d'immigration relativement à l'immigration économique. Notre gouvernement a mis en place une réforme réglementaire majeure qui remplit notre engagement de faire de l'immigration une solution pour lutter contre le déclin du français au Québec. Donc, une solution pour lutter contre le déclin de l'immigration au Québec. Il faut voir qu'on a complètement changé les règles du jeu. Ces modifications réglementaires favorisent une immigration économique francophone, si bien qu'en 2025, la proportion de requérants principaux ayant une connaissance du français dans la catégorie de l'immigration économique va atteindre 93 % en 2025. Elle est actuellement de 81 %. Donc, vous voyez le bond considérable que ça permet de faire en matière de connaissance du français que les réformes que l'on a présentées au printemps dernier, qui vont être mises en œuvre prochainement. Donc, ces modifications favorisent la venue de personnes qui vont s'intégrer plus facilement dans nos régions, dans la société québécoise, en français. Elles permettront aussi la mise en place de nouveaux programmes d'immigration économique, comme le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, et aussi permettre une meilleure réponse aux besoins de main-d'œuvre dans une foule de secteurs clés de notre économie. Finalement, les assouplissements aussi aux exigences du programme de l'expérience québécoise, le PEC, dans le volet diplômé du Québec, permettront d'accélérer la sélection permanente des étudiantes et étudiants étrangers diplômés d'un programme d'études francophones. Ces modifications vont avoir un impact majeur sur la proportion des personnes immigrantes connaissant le français et sur notre capacité à répondre de manière plus précise aux besoins du marché du travail. Je suis donc très fière de vous annoncer la mise en place de ces modifications au cours des prochaines semaines.
En fait, les nouvelles règles, là, mis à part celles concernant les travailleurs qualifiés, vont être en vigueur dès le 23 novembre prochain. Et en ce qui a trait aux travailleurs qualifiés via le PSTQ, ces mesures vont être en vigueur à partir de l'an prochain, soit le 24 novembre 2024. Grâce à tous ces changements, bien, on se donne les moyens d'adopter le scénario qu'on a choisi pour nos seuils d'immigration. Alors, lors des consultations pour la planification pluriannuelle, on avait mis de l'avant 2 scénarios. Le scénario du statu quo à 50 000 et le scénario également de rehaussement avec, en supplément aussi, le PEC diplômé en continu. Au final, on a misé sur une solution qui est à la fois équilibrée, prudente et agile. Donc, on maintient un niveau de 50 000 admissions régulières annuellement et on y ajoute les diplômés en continu pour les personnes sélectionnées dans le volet Diplômés du Québec du programme de l'expérience québécoise, le PEC. Donc, l'admission en continu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les personnes sélectionnées dans ce volet-là seront admises au fur et à mesure que leurs demandes de résidence permanente seront présentées à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, à IRCC, donc au fédéral, sans égard aux 50 000, à la cible de 50 000 admissions régulières. Donc, ces personnes qui détiennent un diplôme d'un établissement d'enseignement québécois, elles parlent français, elles sont prêtes à intégrer le marché du travail et la grande majorité réside déjà au Québec. Donc, la capacité d'accueil sur le plan de l'habitation, notamment, n'est pas sollicitée d'une manière accrue. Leur intégration à la société québécoise est déjà amorcée parce qu'ils ont étudié au Québec. Ils savent qu'ils veulent rester au Québec et ils vont contribuer à la protection de la langue française puisqu'ils ont étudié dans des programmes en français, donc ils vont parler français. Alors, c'est pourquoi on souhaite accélérer leur passage au statut de résident permanent. Et comme l'a dit le premier ministre, on a décidé que ce plan s'étalera sur une période de 2 ans plutôt que 4. Ça, c'est une approche qui va nous permettre de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans un contexte qui est vraiment très changeant, très rapidement. Pendant ces 2 années, on va pouvoir évaluer l'impact de nos réformes réglementaires. Donc, les 5 programmes d'immigration économique sont modifiés. On va voir qu'est-ce que ça donne dans les faits. On va pouvoir également évaluer la popularité du PEC diplômé en continu. On a fait une évaluation du nombre de personnes qui pourraient postuler pour le PEC diplômé en continu, mais on n'est pas certain que cette évaluation-là va être celle qui va se présenter. Donc, on va vérifier ça. On va pouvoir analyser également l'évolution de la situation linguistique au cours des 2 prochaines années, tout comme également l'évolution du nombre de résidents non permanents. Ça, c'est particulièrement un bassin où ça a évolué beaucoup, très rapidement. Donc, pendant ces 2 ans-là, on va pouvoir évaluer l'ensemble de ces changements. Et en 2025, on va tenir un processus de consultation à nouveau en vue d'adopter une planification stratégique pour les années subséquentes sur la base des données renouvelées. L'une des priorités clés du gouvernement du Québec, c'est de s'assurer de la pérennité de la langue française. Il y a quelques semaines, Statistique Canada, on le sait, a publié une mise à jour de ses estimations du nombre de résidents non permanents qui sont au Québec et ça a soulevé de nombreuses préoccupations. Ce ne sont pas tous des travailleurs, il y a beaucoup d'étudiants, il y a des Ukrainiens, il y a des demandeurs d'asile, il y a d'autres personnes également qui proviennent de la catégorie humanitaire. On avait vu une hausse en terminant au sortir de la pandémie, mais les nouvelles données confirment maintenant un volume important de gens qui sont sur le territoire de manière non permanente. Alors, on veut agir pour faire en sorte que la connaissance du français s'améliore pour les travailleurs temporaires qui prolongeraient leur séjour au Québec. On voit depuis quelques années que les travailleurs temporaires sont beaucoup plus nombreux dans nos cours de francisation. On s'en réjouit, c'est une bonne nouvelle. On va être au rendez-vous pour les franciser. Mais je tiens à rappeler que c'est notre gouvernement aussi qui leur a ouvert les portes de la francisation. Avant 2019, les travailleurs temporaires n'avaient pas accès à la francisation. C'est le gouvernement de la CAQ, lors de son premier mandat, qui a donné cet accès aux temporaires. Et on voit aujourd'hui que les gens vraiment répondent à l'appel parce qu'ils constituent une grande part de nos apprenants à Francisation Québec. Donc, j'annonce aujourd'hui que lorsqu'un travailleur temporaire qui est visé par le programme des travailleurs étrangers temporaires, donc le PTET, voudra renouveler son permis après un séjour de plus de 3 ans au Québec, dans le but principal d'y travailler, eh bien, nous allons exiger qu'il ait une connaissance du français. C'est la première fois que le Québec impose des exigences linguistiques pour les travailleurs temporaires. Donc, c'est une avancée historique.
Cette annonce s'inscrit dans le plan du groupe d'action pour l'avenir de la langue française, là, qui est piloté par mon collègue Jean-François Roberge. Donc, le travailleur temporaire devra nous démontrer une connaissance du français de niveau 4 à l'oral. Niveau 4, c'est le dernier palier du stade débutant. Il permet, en fait, là, comme descriptif de ce niveau, on pourrait dire que ça permet à une personne de discuter avec son entourage, d'échanger sur des informations, des thèmes familiers, par exemple les besoins courants, la vie quotidienne, des situations prévisibles. C'est important que les gens qui passent plusieurs années ici, même avec un statut temporaire, soient capables de parler et de comprendre le français. Fait important également à mentionner, c'est que les travailleurs agricoles ne sont pas soumis à cette nouvelle exigence. Un engagement sera également demandé aux employeurs ayant recours au PTET afin qu'ils soutiennent les efforts de francisation des travailleurs étrangers temporaires en leur allouant, par exemple, des créneaux pour apprendre le français pendant les heures normales de travail. Donc, le plan d'immigration, de même que les mesures annoncées aujourd'hui, s'ajoute à l'intensification de nos efforts de protection et d'attraction qui favorisent la sélection et le recrutement de personnes immigrantes connaissant le français et répondant à nos besoins économiques. Le gouvernement est déjà en marche pour la francisation, comme vous le savez, grâce à Francisation Québec qui a été mise sur pied en juin dernier. En conclusion, donc, je tiens à saluer le travail d'une part de tous les collègues parlementaires. Nos travaux dans le cadre de la commission parlementaire se sont faits dans la collégialité au cours des 3 semaines de consultation où nous avons entendu... Oui, incluant les 2 adjointes parlementaires également, Valérie Schmaltz et Audrey Bogmans. Merci d'être là aussi. Et je voudrais saluer aussi le travail du ministère de l'Immigration, de la francisation et d'intégration. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés au cours des derniers mois dans un temps très serré. Et voilà, donc en terminant, la planification pluriannuelle de l'immigration au Québec là, pour les années 24 et 25, de même que le plan d'immigration du Québec 2024 qui en résulte, illustre notre détermination à demeurer une société francophone, prospère, diversifiée et accueillante pour toutes les personnes immigrantes qui choisissent le Québec pour réaliser leurs ambitions. Avec ce plan, le gouvernement du Québec confirme sa volonté de faire de l'immigration un levier pour répondre de façon responsable aux enjeux de nature économique, linguistique, sociale et régionale. Nos régions doivent pouvoir bénéficier encore davantage de la richesse que représentent les talents venus d'ailleurs et d'ici, et ces derniers pourront profiter du dynamisme économique et social qu'offrent nos régions québécoises. Donc, notre gouvernement l'a déjà mentionné, l'immigration, c'est non seulement une richesse, mais c'est aussi une solution. Alors, une solution pour notre économie, pour la vitalité des régions, et également pour valoriser et protéger la langue française. Merci. Je passe maintenant la parole au ministre de la langue française, Jean-François Roberge. Merci, M. le Premier ministre. Merci, chère Christine, la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Très heureux d'être avec vous ce matin, très fier aussi. Je me souviens à mon arrivée en poste, lorsque le Premier ministre m'a confié le mandat qu'il m'a confié, il m'a exprimé la priorité qu'il avait de défendre, mais défendre, c'est pas suffisant, je veux dire, de valoriser la langue française, d'arrêter son déclin. Donc, pas facile comme mandat, mais les mandats difficiles sont les plus stimulants, sont les plus importants, puis il faut être lucide. Sur le tableau de bord, en ce moment, les voyants sont au rouge. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Français, langue de travail, français, langue parlée à la maison, français, langue de consommation culturelle ou langue de consommation numérique, tout ça est en recul en ce moment. Mais au gouvernement, on n'est pas résigné face à cette situation-là, pas du tout. On est mobilisé, on est motivé, puis on est en action. Donc, je suis très, très fier, très content des politiques d'immigration présentées aujourd'hui par ma collègue, parce que je suis convaincu que ces politiques-là vont nous permettre de renforcer la langue française au Québec. Ce qui est présenté aujourd'hui par ma collègue a été discuté lors des travaux, comme elle l'a dit, du groupe d'action pour l'avenir de la langue française. C'est quand même pas banal, un comité, un groupe d'action de 6 ministres qui se rencontrent de manière très, très fréquente et qui arrivent fréquemment avec des mesures concrètes. Parce qu'à la Coalition Avenir Québec, nous sommes des idéalismes pragmatiques, c'est-à-dire on veut bien nommer les choses, mais on veut aussi trouver des solutions. Et le groupe de travail a déjà donné des résultats. Plusieurs mesures audacieuses et courageuses pour assurer la vitalité de la langue française ont été annoncées ces derniers mois, je veux le rappeler, suite aux travaux du groupe
Avec ma collègue, on a changé les règles pour l'immigration permanente, maintenant pratiquement 100% francophone. Il y a la voie rapide pour les étudiants du programme d'expérience québécois volet diplômé. Il y a l'important rééquilibrage du réseau universitaire. Tout ça, ce sont des fruits des travaux du groupe d'action pour l'année de la langue française. Aujourd'hui, on arrive avec une nouvelle mesure importante et innovante, l'exigence de connaissance du français pour les immigrants temporaires au renouvellement de permis. Comme ça a été dit, c'est du jamais vu, puis on est content d'aller là où personne n'est allé avant nous, parce qu'on est dans une situation très particulière. Le plan global, gouvernemental, interministériel du groupe d'action sera présenté très prochainement, puis on va agir sur tous les fronts. Et ce n'est pas nouveau que notre gouvernement agit pour la langue française. Souvenons-nous que dans le mandat précédent, il y a eu des gestes très, très importants. Le premier ministre l'a dit, l'adoption de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. C'est une loi qui nous a permis de toucher au cégep. C'est important de le mentionner. Là. C'est pour la première fois, en ce moment, c'est la première session vraiment où s'applique au cégep anglophone un quota maximum de 17,5 % d'admission dans des programmes anglophones. C'est important de le mentionner. Il y a des cours de français maintenant, même dans les cégeps anglophones. Il y aura bientôt des examens de français, même dans les cégeps anglophones. Il y a l'exemplarité de l'État. Il y a le droit de travailler en français. Ça, ce sont des gains qui arrivent maintenant grâce à notre courage du mandat précédent et on va continuer de récolter les fruits de ça. Et on va récolter dans les années subséquentes aussi les fruits des annonces puis de l'audace de ma collègue. Ce qu'elle nous présente aujourd'hui, c'est pas banal. On a pu aussi nommer un nouveau commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, qui a participé d'ailleurs aux consultations publiques de ma collègue, qui a amené des choses très intéressantes. Notamment, il a proposé d'exiger la connaissance minimale du français pour les personnes admises à l'immigration économique. C'est chose faite. Il a aussi émis des préoccupations quant à une hausse trop rapide des seuils d'immigration. On a vu maintenant avec le seuil à 50 000 qu'on a tenu compte de cette recommandation du commissaire. L'immigration, c'est une richesse pour le Québec, évidemment, on l'a toujours dit, et je pense que nos gestes le démontrent, mais il faut être vigilant. Avec le déclin du français en ce moment, il est essentiel que le gouvernement pose des gestes pour que l'immigration contribue à la pérennité de notre langue. On y croit. Et les gestes posés aujourd'hui vont dans cette direction-là. J'ai très, très hâte de vous présenter bientôt le plan d'action du groupe de travail. Comme je vous l'ai dit, le contexte est un peu difficile pour le français en ce moment, mais on est déterminé, on est mobilisé, on est en action pour assurer la pérennité, la vitalité de la langue française pour les générations à venir. Merci beaucoup. Parfait. Maintenant, nous passons à la période des questions. Donc, quand je vous passe la parole, juste nommer votre nom et votre média. On est quand même nombreux. On va essayer d'y aller avec une question de discussion pour commencer. Louis Lacroix, Cogeco. Bonjour, Mme Fréchette, M. Legault. D'abord, vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez protéger l'identité québécoise. Est-ce que l'identité québécoise, pour vous, en immigration, ça se limite à la langue française, à la protection de la langue française? Non. Évidemment, quand on parle de notre identité, on parle aussi de culture, on parle de valeurs. Donc, on a déjà agi quand on regarde la loi 21. Si je parle de culture, quand je suis arrivé comme premier ministre, le budget de la culture, c'était 1,2 milliard par année. Actuellement, c'est 1,8 milliard par année. Donc, on a augmenté le budget de la culture de 50 %. Puis là, je pourrais vous nommer plein de mesures, mais entre autres, on est en train de construire les espaces bleus. On a ajouté des émissions à Télé-Québec. Puis, dans le plan de Jean-François, il y a plein d'autres mesures aussi qui s'en viennent qui vont toucher spécifiquement la culture. Alors, est-ce que vous craignez qu'une trop forte immigration, parce que vous passez de 60 000 à 50 000, si on avait maintenu, par exemple, si on était allé à 60 000, est-ce que, outre la langue française, est-ce que vous croyez qu'il y aurait eu une menace pour l'identité québécoise à cause de l'immigration? Oui, écoutez, c'est toujours un défi, l'intégration du côté des valeurs. On a adopté la loi 21 sur les signes religieux, mais je pense que le cœur de l'identité québécoise, c'est autour de la langue française
Puis moi, ça m'inquiète. Puis on agit pour arrêter le déclin, puis inverser la tendance, augmenter le pourcentage de francophones au Québec. Maintenant, il y a un défi aussi d'intégration sociale. Il y a tout le défi des logements aussi actuellement. C'est pas seulement au Québec, là, on le voit même dans le reste du Canada, on est en train de se poser des questions. Il y a le défi aussi des services qui sont donnés à la population. Je pense entre autres à nos écoles, nos garderies qui sont sursollicitées, entre autres avec l'arrivée des demandeurs d'asile en aussi grand nombre. Donc, il y a plusieurs défis. Hugo Pilon-Larose, La Presse. Bonjour. Le scénario que vous aviez soumis en consultation mentionnait 60 000 en 2027. Cette fois-ci, donc, on n'a pas les prévisions pour 2027 parce que vous voulez retourner en consultation après avoir vu les effets de ce que vous mettez sur la table. Mais à quel point êtes-vous confiant qu'au final, en 2027, on va pouvoir aller à 60 000 en fonction de ce que vous présentez aujourd'hui? Je ne suis pas en mesure aujourd'hui d'évaluer ou de prévoir exactement quelle sera la situation pour 2027. On pose des mesures fortes. Comme le disait Christine, il va falloir voir aussi quelle est la collaboration du gouvernement fédéral. Entre autres, je pense au PMI, de dire est-ce qu'eux aussi vont faire comme nous puis exiger un test de français lors du renouvellement. Donc, il y a beaucoup de questions comme ça. Le PEC, c'est tous des francophones, des étudiants francophones. Il va-t-il en avoir 2 000, 5 000, 10 000? C'est tout ça qu'il va falloir évaluer. Puis on se donne justement un programme seulement sur 2 ans pour regarder. Mais moi, je suis vraiment déterminé là, à ce qu'on inverse la tendance, qu'on inverse le déclin du français au Québec. On va prendre les mesures qui sont nécessaires, mais je pense qu'on a des chances, avec ce qu'on annonce aujourd'hui, d'y arriver. Vous annoncez aujourd'hui est désincarné du contexte politique actuel, dans le sens où, là, finalement, vous décidez pour 2 ans de rester à 50 000, et on a dans les sondages une remontée du Parti québécois qui, eux, privilégient une cible encore plus basse. Donc, est-ce que votre décision est motivée par la remontée dans les sondages du Parti québécois? Absolument pas, non. Et sur les tests pour les travailleurs temporaires, ces tests-là seront administrés par qui? Et est-ce que les employeurs auront l'obligation d'octroyer du temps aux gens pour pouvoir apprendre le français, ou c'est un engagement finalement basé sur l'honneur que vous leur demandez? Alors, au niveau des tests, ce seront les mêmes tests qui sont utilisés actuellement. Donc, on parle de 7 tests là, qui sont reconnus comme étant démontrant là, la compétence en français. Donc, ces mêmes tests seront utilisés. Comme vous savez, ce sont des tests dans lesquels on veut injecter davantage de Québec, de notions relatives au Québec, des expressions québécoises, des références culturelles ou autres québécoises. Donc, ce seront ces mêmes tests qui seront utilisés. Et on va obliger les employeurs à offrir des mesures de francisation sur les lieux de travail pour un certain nombre d'heures. Les modalités ne sont pas encore déterminées, mais on s'en va dans cette direction-là pour faire en sorte que les employeurs et que le lieu de travail puissent participer à la francisation des personnes qui ne parlent pas français. Geneviève Lajoie, Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour. D'entrée de jeu, M. Legault, vous avez dit « Mon objectif avec cette annonce-là, c'est de protéger le français. J'ai une responsabilité en tant que premier ministre et tout ça. » Vous avez parlé de l'avenir de la nation québécoise. Juste après le lancement de votre communiqué de presse pour ce que vous annoncez aujourd'hui sur les seuils, la Chambre de commerce de Montréal, les manufacturiers exportateurs disent tous que on ne réussira pas à répondre à la pénurie de main-d'œuvre avec l'annonce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que donc, pour vous, l'avenir du français est plus important que la pénurie de main-d'œuvre au Québec? Bien, mon défi, c'est de trouver un équilibre. Vous le savez, c'est important pour moi, l'économie, mais c'est important aussi d'arrêter le déclin du français. Donc, ma responsabilité comme premier ministre, c'est de trouver un équilibre. Et bien, quand on dit, par exemple, que les travailleurs temporaires bien, vont avoir 3 ans pour apprendre le français, je trouve que c'est raisonnable. Puis, je trouve que ça amène justement un équilibre entre économie puis protéger le français. Donc, c'est pas parfait, ni d'un côté, ni de l'autre, mais il faut arrêter le déclin du français. Puis,
Bon, l'économie, je l'ai dit souvent, il va y avoir beaucoup de transformations, là. L'objectif, c'est pas de devenir un pays où il y a une croissance exponentielle de sa population. C'est d'être capable de bien servir la population avec des gens qualifiés en service, ça veut dire en éducation et en santé. Puis ça veut dire aussi d'offrir des emplois bien payés à ceux qui travaillent dans le secteur privé. Ça va poser un défi à certaines entreprises d'augmenter leur productivité pour être capable d'augmenter leur salaire. Parce qu'on le voit actuellement, il y a comme un plein emploi. Le bon côté pour les travailleurs, c'est qu'il y a une augmentation plus rapide des salaires au Québec que chez nos voisins. Mais encore une fois, l'objectif, je dis souvent, c'est pas la croissance du PIB, c'est la croissance du PIB par habitant. Un peu plus tôt ce matin, en mêlée de presse, vous avez dit, bon, je sais que en réaction là, au sondage, vous avez dit, je sais que les Québécois actuellement souffrent beaucoup de l'augmentation des prix, puis je vais essayer de voir comment je peux mieux les aider. Est-ce qu'on doit s'attendre à de nouveaux chèques pour les Québécois? Bien, je ne commencerai pas là, à dévoiler ce qu'il y aura dans la mise à jour la semaine prochaine, le 7 novembre, mais j'ai déjà dit qu'il y a des Québécois qui ont de la difficulté à payer leur loyer. Puis, n'oublions pas que depuis un an, on est passé d'une aide à 75 000 familles à une aide à 125 000 familles. Est-ce qu'on va aller plus loin? On va voir le 7 novembre. Donc, soyez patients. Juste une petite précision technique. Tout à l'heure, vous avez dit que le PEC, c'était tous des étudiants francophones. Le PEC diplômé. Diplômés. Est-ce que c'est effectivement, sont seulement diplômés dans des universités francophones? Bien, c'est soit dans une université francophone, soit qui parle français. C'est ça, il faut qu'il ait été diplômé d'un programme qui a été donné en français. Donc, c'est la langue dans laquelle a été donné les cours, ont été donnés les cours qui va prévaloir. Bien sûr, la majorité, ce sont des institutions d'enseignement francophones. Et sinon, si la personne n'a pas été diplômée d'un programme en français, eh bien, si elle nous prouve qu'elle a eu 3 ans d'études au secondaire ou au post-secondaire en français, par exemple, dans un lycée français, eh bien là, elle va pouvoir également postuler pour le PEC diplômé en continu. Thomas Laberge, La Presse canadienne. Oui, j'aurais des questions de précision par rapport aux chiffres plus précisément, là, parce que, bon, vous nous dites au fond que vous maintenez à 50 000, mais donc, finalement, le PEC est exclu du calcul, donc il va falloir les ajouter. Dans un des documents qu'on a reçus pour 2024, vous prévoyez 6 500 du PEC et entre 48 500 et 51 500, c'est bien ça. Donc, au fond, pour 2024, on pourrait se rapprocher du 60 000 immigrants, c'est ça qu'on comprend, au final. Bien, ce que je vous dis, là, c'est que effectivement, ça pourrait donner 56 500 si nos prévisions sont bonnes. Par contre, ce qui est important de dire, c'est, dans le 50 000, les immigrants économiques vont devoir réussir le test de français. Puis le PEC, bien, ce sont des étudiants qui parlent français. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter le pourcentage de francophones et c'est ce qu'on atteint avec ces mesures-là. Et est-ce qu'on a des prévisions du PEC pour l'année 2025? Non, pas à ce stade. Il faut voir que le 6 500 pour l'année 2024 est vraiment une approximation, un estimé. On va voir à l'usage de quel résultat ça donne. Ça pourrait être moins que ça pourrait être ça pourrait être plus. Mais là, on s'est fié, dans le fond, à ce qui prévalait au cours des dernières années. Mais il faut voir que le PEC, ces dernières années, n'avait pas la même forme que la forme qu'on lui donne avec nos réformes réglementaires. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas non plus assuré là, que ce soit le 6 500 qui va prévaloir, mais c'est l'estimé qu'on fait. Puis, je veux tout de suite peut-être prévenir, si jamais le Parti québécois dit « Ah, dans le fond, c'est 56 500 », est-ce que ça veut dire que le Parti québécois est contre le fait qu'on admette des étudiants qui parlent français? Alexandre Duval, Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Quand on regarde dans le document, dans le plan, en fait, on constate que cette année, on devrait accueillir un petit peu plus de 53 000 immigrants permanents. Donc, ce que vous nous proposez pour l'an prochain, ça ne change pas énormément la situation de cette année. Donc, M. Legault, est-ce que vous
Est-ce que vous acceptez que pour les 2 prochaines années, la pénurie de main-d'œuvre va rester aussi criante, considérant tout ce que vous ont dit tout ce que les organismes économiques vous ont dit? Bon, d'abord, il faut aussi tenir compte des immigrants temporaires. Donc, il y a beaucoup de travailleurs temporaires. Là, maintenant, on souhaite que ces gens-là apprennent le français sur une période de 3 ans. Maintenant, bon, est-ce qu'il y a un ralentissement économique devant nous? Je pense que les économistes nous disent oui, il y a un risque de ralentissement économique. Donc, puis je répète ce que j'ai dit tantôt. Nous, on a mis des gros incitatifs pour combler les postes en santé et en éducation. Mais du côté du privé, c'est sûr qu'il va y avoir comme un réaménagement parce que là, on annonce aussi des jobs payants dans des nouveaux secteurs de l'économie verte. Donc, les entreprises, pour être capables de garder leurs employés, vont être obligées d'augmenter leur productivité pour être capables d'augmenter leur salaire. Donc, il va y avoir quand même des défis pour les entreprises au Québec, mais le grand gagnant, ça va être le travailleur québécois qui, on le voit déjà, a accès à des salaires plus élevés, à une augmentation des salaires plus élevés au Québec qu'ailleurs. Madame Fréchette, considérant que l'exigence de connaissance du français pour les temporaires qui vont vouloir renouveler leur permis de travail exclura les travailleurs agricoles, j'aimerais savoir, ça va donc concerner qui, combien de personnes par année, et est-ce que c'est pas marginal dans le portrait global? Alors, la mesure va s'appliquer donc aux 59 000 détenteurs d'un permis. Si on se fie à la situation là, de juin dernier, donc il y avait 59 000 détenteurs de permis, de PTET. Si on exclut le milieu agricole, on est autour de 35 000. Donc, ce sont ces personnes-là qui seront soumises à l'exigence de connaissance du français, qui est une première. Il pourrait y avoir également des gens qui nous arrivent d'un programme fédéral, le PMI, et qui veuillent renouveler, mais à travers le PTET. Donc, ça aussi, ça pourra faire un afflux de personnes. Et il faut voir qu'on demande au fédéral aussi d'adopter la même mesure. Donc, le champ du PMI, qui regroupe 119 000 personnes, pourrait aussi être sujette à l'application de cette exigence-là, dans la mesure où le fédéral voudra bien travailler à améliorer la connaissance du français dans le bassin des migrants temporaires. Vous avez... Juste pour compléter aussi, là, en juin 2023, donc, on avait 466 000 immigrants temporaires. C'est vrai qu'il y en a 59 000 qui sont dans le PTET, mais d'abord, il y en a 118 000, ce sont des étudiants. Puis là, on vient d'annoncer quand même, avec le PEC en français, des incitatifs à ce que de plus en plus de ces étudiants-là viennent étudier en français, surtout s'ils veulent devenir immigrants permanents. Puis je rappelle, il y a 134 000, ce sont des demandeurs d'asile et des Ukrainiens. Puis là, bien, on a reçu 54 de tous ces demandeurs-là, alors qu'on représente 22 de la population. Donc, si demain matin, le gouvernement fédéral accepte de réduire ça à 22 bien, on voit là, qu'on touche beaucoup de monde. Puis on demande pour le PMI au gouvernement fédéral de mettre la même mesure que nous après 3 ans. Petite précision, Mme Fréchette, sur les 35 000 potentiellement là, qui seraient touchés avec le PTET. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de ces gens-là qui demandent à renouveler un permis de travail et qui ne font pas que retourner chez eux une fois que leur permis est échu? On n'est pas encore au clair sur le pourcentage parce qu'en fait, les chiffres que l'on possède à l'heure actuelle réfèrent à la période où la pandémie battait son plein. On était en 2020, là. On est en 2023, ceux qui ont renouvelé en 2020, donc ils étaient en pleine pandémie. Donc, ce n'est pas des chiffres à partir desquels on peut vraiment travailler puis extrapoler. Donc, on va voir le pourcentage en question. Est-ce que ce sera... en fait, je ne veux pas aller de l'avant avec des estimés, là, mais la situation qui prévalait durant la pandémie, pour nous, n'est pas révélatrice de ce qui va survenir. Donc, ça va être à voir. Ça fait partie des éléments. Et j'aimerais ça juste compléter un petit élément pour dire que Francisation Québec là, est accessible à tous ces gens-là. Les demandeurs d'asile, les étudiants internationaux, les travailleurs étrangers temporaires, tous ces gens ont accès à Francisation au Québec sans frais et peut-être même avec des allocations financières. Donc, là, il y a là un message aussi, une grande ouverture de notre part pour qu'ils apprennent le français.
Bonjour à vous tous. Juste pour revenir sur les exigences de français pour les temporaires, ce que je comprends de votre discours, c'est que vous ne pouvez pas vraiment aller plus loin que le PTAT et potentiellement le PMI. Je veux dire, les étudiants temporaires ne pourraient pas se voir exiger des connaissances du français. On agit via les étudiants qui sont ici de manière temporaire, effectivement, par différentes manières, avec le PEC diplômé, en associant l'idée que si on gradue d'un programme en français, on puisse avoir la résidence permanente de manière automatique, c'est un gros incitatif. Donc, c'est un message très clair qui est transmis aux étudiants étrangers. Il y a aussi Francisation Québec, dont je viens de parler, qui leur est accessible. On a aussi les bourses d'études en région avec des frais de scolarité moindres qui sont mises en place, qui, elles aussi, contribuent à la connaissance du français chez le bassin des étudiants étrangers. Donc, tout ça, finalement, ça participe d'un même mouvement et d'une même volonté de faire en sorte de maîtriser le français là, pour qui vient au Québec. Okay. Vous parlez depuis le début du point de presse de la vitalité du français. Vous avez prévu des exigences de connaissance du français chez les immigrants économiques permanents. Pourtant, vous décidez de ne pas choisir la hausse à 60 000 des cibles régulières. J'aimerais comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que la capacité d'accueil a été considérée dans votre calcul? Est-ce que vous voulez y aller? La capacité d'accueil, c'est sûr que ça fait partie de la donne. J'ai fait une tournée des régions. J'ai visité 16 régions jusqu'à maintenant. Et partout, on me dit que les travailleurs étrangers sont très importants, mais en même temps, on a de la difficulté à les loger. On ne peut pas faire abstraction de cette situation-là. La capacité d'accueil, c'est central dans la réflexion qu'on doit avoir. Et je suis contente de voir que le fédéral commence à considérer la chose parce qu'il ne semblait pas le faire. Bien qu'ils veuillent, ils ambitionnent d'accueillir 1,5 million de personnes par année. La capacité d'accueil doit être partie prenante de la réflexion. Et nous, particulièrement du côté de l'habitation, c'est très, très serré. Donc, on ne peut pas y aller de grandes ambitions sans égard à notre capacité d'accueil qui est limitée. Donc, il va falloir travailler cette capacité d'accueil pour faire en sorte qu'on soit mieux pourvu pour accueillir des Québécois qui s'installent en région ou des personnes immigrantes qui s'installent en région. Donc, ça fait partie des défis. Vous parlez du fédéral. Une petite question là-dessus. Il y a un potentiel plafonnement des cibles d'immigration fédérale qui pourrait être annoncé là, dans les prochaines heures. Est-ce que vous vous êtes arrimé avec le fédéral pour cette annonce-ci aujourd'hui? Arrimé? Ouais. Dans quel sens? Est-ce que vous êtes inspiré ou est-ce que vous avez eu des discussions avec le fédéral pour fixer les cibles que vous fixez ce matin? Bon, normalement, l'accord Canada-Québec en matière d'immigration prévoit que le gouvernement fédéral consulte le Québec dans le cadre de l'établissement de ses cibles d'immigration. Je vous dirais que sur le plan administratif, il y a eu des échanges qui peuvent s'apparenter à une consultation, mais au niveau politique, il n'y a pas eu de consultation. Et normalement, le gouvernement fédéral doit tenir compte des cibles d'immigration du Québec avant de s'avancer sur ses propres cibles, et ils le font aujourd'hui même. Alors, on se doute bien que, la situation qui prévaut au Québec n'a pas été prise en considération. Donc, il y a là un enjeu. Et c'est sûr que nous, notre attente, c'est de voir le fédéral réduire ses ambitions en matière d'immigration, justement pour cette notion de capacité d'accueil. Puis cette notion de capacité d'accueil au Québec, elle inclut aussi notre capacité à franciser les gens. Et Francisation Québec est à l'ouvrage, mais en même temps, il faut rester encore là réaliste. Donc, on s'attend à ce que le fédéral réduise ses cibles d'immigration pour que la capacité d'accueil du Québec puis du pays, je pense, dans son ensemble, soit prise en considération. Mais juste une précision, parce que Marc Miller, ce matin, à la période des questions à Ottawa, a dit qu'il avait consulté le Québec pour fixer ses seuils d'immigration. Sur le plan administratif, il y a eu effectivement un échange, mais au niveau politique, moi, je n'ai pas été consulté pour les cibles d'immigration canadiennes. Simon Bourassa, nouveau. Bonjour à toi. Parlant de capacité d'accueil, est-ce que vous allez revoir les critères de la capacité d'accueil du Québec au cours des prochaines années? Puis sur quels critères on se base pour définir une capacité d'accueil? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus. C'est sûr que c'est tout un travail d'analyse, d'évaluation pluriministériel, je vous dirais, qui inclut à la fois l'habitation, les soins de santé, l'accès aux services de garde, l'accès aux établissements d'enseignement
et qui se décline par région, puis je dirais même parfois par ville, parce qu'à l'intérieur même d'une région, c'est pas parce qu'une ville a une capacité d'accueil donnée que l'autre, située à 30 km plus loin, en a une également. Donc, c'est vraiment un travail complexe auquel on commence à travailler de manière multisectorielle, multiministérielle, mais on se dote aussi d'outils nouveaux. Par exemple, on a fait un appel à projet à travers le Fonds québécois de recherche, société et culture. Il y a eu une subvention qui a été octroyée à ce fonds. Et eux, le premier appel à projet qu'ils ont fait, c'est pour travailler notamment sur la capacité d'accueil et la régionalisation de l'immigration. Donc ça va être de nouvelles données, des nouvelles analyses dont on va disposer lorsque les recherches auront été déposées. Mais à l'interne, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail qui se fait. Puis il y a une collaboration aussi à y avoir avec l'ensemble des partenaires en région pour bien définir la capacité d'accueil. Merci. M. Legault, sur un autre sujet, selon vous, est-ce que c'est trop risqué de laisser la Ville de Québec gérer un projet aussi important que celui du tramway de Québec? Écoutez, le gouvernement du Québec va avoir une rencontre avec la Ville de Québec, avec Bruno Marchand et son équipe, pour discuter du projet, incluant la gestion du projet. Alain Laforêt, TVA. Madame Fréchette, votre niveau de basta par rapport au fédéral, il est où aujourd'hui? Par rapport aux demandeurs d'asile, on est en discussion sérieuse avec le fédéral pour qu'il prenne action. On s'attend du gouvernement canadien à ce qu'il ne fasse pas porter au Québec le poids que le Québec porte actuellement. Il y a plus du double des demandeurs d'asile qui arrivent au Canada, qui arrivent au Québec par rapport au poids démographique du Québec. On assume plus du double de notre poids démographique. Donc, on s'attend à ce que le fédéral, d'une part, révise son approche par rapport aux visas, les visas de visiteurs, parce qu'à l'heure actuelle, il semble que plusieurs personnes arrivent au Québec, à l'aéroport, à Montréal, avec un visa de visiteur et qui, finalement, une fois arrivés, annoncent qu'ils déposent une demande à titre de demandeur d'asile. Donc, on veut qu'il y ait une révision de la politique du fédéral en lien avec ces visas pour qu'on s'assure vraiment que ce sont des visiteurs et non pas des demandeurs d'asile cachés derrière un permis de visiteur. On veut qu'ils répartissent également les demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada, comme ça avait été fait sur le chemin Roxham à partir de février de l'année passée. On avait fait des demandes en ce sens-là. Tout le monde y avait contribué. Ils avaient démarrer une répartition de la présence des demandeurs d'asile dans l'ensemble des provinces. Et c'est important de maintenir cette approche parce que là, le Québec assume un poids considérable de la pression qui est exercée par l'arrivée de ces personnes. Et il faut voir que l'élément qui pose vraiment entrave à cette intégration que devraient avoir les demandeurs d'asile dans la société, c'est la délivrance du permis de travail. À l'heure actuelle, encore aujourd'hui, en moyenne, ça met 11 mois avant que le fédéral délivre un permis de travail aux demandeurs d'asile. Pendant ces 11 mois, nous, on offre l'aide de dernier recours. On a un panier de services qui est offert d'accompagnement. On est fiers de ce panier de services-là. On honore nos engagements, mais en même temps, la pression est très forte et nos ressources sont étirées au maximum. Donc là, il faut que la délivrance du permis de travail se fasse de manière beaucoup plus rapide. Ça va être gagnant pour tout le monde. Les demandeurs d'asile souhaitent travailler, les employeurs voudraient les embaucher et nous, on voudrait qu'ils travaillent. Sauf que le fédéral porte entrave avec l'émission des permis de travail qui met 11 mois. Et par ailleurs, on veut être remboursé pour l'ensemble des coûts qui ont été dégagés, investis par le Québec depuis le début de l'arrivée importante des demandeurs d'asile. Donc, il y a des discussions qui sont en cours à ce sujet-là. Comme ministre des Relations canadiennes, je vous disais qu'on travaille évidemment ça en collaboration, Christine et moi. Il y a des gens qui pensent que c'est pas possible de faire des ententes puis de faire des gains, mais je veux juste leur rappeler qu'on a réussi à faire fermer le chemin Roxham, qu'on a réussi à transformer la loi sur les langues officielles, qu'on vient de s'entendre sur le logement pour plus de 900 millions. Donc, nous, on continue de travailler puis à faire des gains. Juste une précision à ma deuxième question. On est rendu à combien au niveau des coûts, approximativement? On donne pas nécessairement les liaison pour... mais quelques centaines. Ouais. Quelques centaines de millions? Oui, quelques centaines. Sébastien Desrosiers. Je peux-tu poser ma deuxième? Non, Monsieur le Premier ministre, vous avez souvent dit en prendre moins, mais en prendre soin.
On comprend que le français, il joue pour beaucoup. Mme Fréchette nous a parlé du logement. Est-ce que c'est les deux seules variables ou également le manque de profs, il est pour quelque chose aussi? Bien là, moi, ma priorité, là, c'est d'arrêter le déclin du français. Donc, c'est le premier critère que j'utilise, mais s'ajoute aussi donner les services publics, donc en éducation, en santé, trouver des logements, etc., etc. Mais moi, ma priorité des priorités, là, c'est arrêter le déclin du français. Je suis vraiment déterminé à ce que le gouvernement de la CAQ soit le gouvernement qui a arrêté le déclin du français, puis qui va même être capable de monter une croissance du pourcentage de francophones. Bien, là, les derniers chiffres qu'on a, c'est 2021. Maintenant, c'est une annonce importante aujourd'hui. Il faut la mettre en place. Mais je pense que ce qu'on fait du côté de l'immigration puis des exigences de connaissance du français, je pense que ça va aider à Montréal. Mais c'est effectivement là que ça se passe, à Montréal. Sébastien Desrosiers, Radio-Canada. Bonjour. Pourquoi avoir exclu les travailleurs agricoles de l'obligation de passer un test de français pour renouveler son permis de travail? Parce qu'en fait, c'est la sécurité alimentaire du Québec qui est associée au milieu agricole. Donc, on veut faire en sorte de ne pas déstabiliser le milieu agricole. Et on le sait que depuis la pandémie, la sécurité alimentaire, hein, c'est encore plus valorisé et important et central. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas soumis le secteur agricole à l'exigence du fait français. Mais par ailleurs, Francisation Québec est accessible aux gens du milieu agricole et on incite les employeurs de ce milieu également à offrir de la francisation sur les lieux de travail. Donc, ça demeure. Mais donc, vous estimez que l'introduction de nouvelles exigences de français aurait mené à une réduction du nombre de travailleurs agricoles qu'on accueille au Québec? Ça pourrait, parce que c'est des gens qui souvent ont une scolarité moins développée. Et pour les gens dont la scolarité est moins développée, bien, c'est plus difficile d'apprendre une langue étrangère. Donc, c'était un secteur qui était plus à risque, je dirais, de ce fait. Et c'est pour ça qu'on l'a... Et la notion de sécurité alimentaire aussi nous a mis... Est-ce que vous estimez que ça va mener à une réduction générale du nombre de travailleurs étrangers temporaires qu'on accueille au Québec, ces nouvelles exigences-là? Moi, je ne croirais pas que ça va réduire le nombre. Ça va changer, je pense, l'approche qu'auront les travailleurs étrangers temporaires quand ils arrivent au Québec. Parce que plusieurs d'entre eux veulent s'installer de manière durable, de manière permanente. Alors, je pense qu'ils vont capter le message que l'apprentissage du français, ça va être la clé pour eux, pour l'intégration à long terme au Québec. Et je pense que la volonté d'apprendre le français va être beaucoup plus forte là, du fait de l'approche qu'on prend. Mais pour obtenir leur résidence permanente, il fallait déjà qu'ils démontrent une connaissance du français. Donc, d'un autre niveau. Ce qu'on ajoute, c'est simplement pour renouveler leur permis de travail, ils vont devoir connaître le français. Mais... Pour la résidence permanente, il faut avoir un niveau de connaissance du français niveau 5 si les personnes ont des qualifications manuelles ou intermédiaires, et niveau 7 si elles ont des hautes compétences, avec un niveau aussi à l'écrit. Tandis que pour les temporaires, là, on est au niveau 4. Donc, la marche est moins haute pour ce qui est de l'apprentissage du français. J'ai bien compris. Peut-être une dernière question. Est-ce que ça s'accompagne d'une bonification des ressources de Francisation Québec qui semblait surchargée là, cet automne? C'est sûr qu'on a besoin davantage de ressources et on travaille à ça. On est en processus continu d'embauche pour notamment des professeurs. Donc oui, ça s'accompagne de ça. Fanny Lévesque, La Presse. Oui, bonjour à vous trois. Monsieur Legault, j'ai entendu votre réponse sur le tramway, mais quand même, à sa face même, là, est-ce que ça tient la route que la Ville de Québec soit maître d'œuvre du projet? Puis qu'est-ce que ça dit, le fait qu'il n'y a pas de soumissionnaire qui ait répondu? Bien là, je comprends que vous essayez d'avoir des réponses avant qu'on rencontre le maire de Québec, là, mais comme l'expliquait bien la vice-première ministre et ministre des Transports, le projet il est géré par la Ville de Québec. Puis là, on vient d'avoir de l'information. Donc, on va s'asseoir avec Bruno Marchand et son équipe, puis on va discuter de l'ensemble du projet. Mais leur message, c'est que la balle est maintenant dans le camp du gouvernement du Québec. Donc, leur réponse que vous leur donnez aujourd'hui, c'est celle-ci? Non, on va... Quel signal vous leur envoyez? Non, mais ce que je veux, c'est d'abord avoir plus d'informations, voir exactement ce qu'ils proposent au niveau de la gestion du projet. Là, hier, il nous parlait de 12-13 milliards. Là, il dit 8,4 milliards, c'est nous qui gérons.
honnêtement, là, c'est à peu près toute l'information que j'ai. Là. Donc, on veut avoir une rencontre avec Bruno Marchand pour faire le tour d'un projet qui est quand même très important puis très coûteux. Mais votre appui au tramway ou un autre projet, là, est-ce que ça s'est passé aujourd'hui change votre appui ou votre vision du projet? Je vais d'abord, moi, je souhaite avoir un projet, mais je vais d'abord, on va d'abord rencontrer Bruno Marchand pour avoir toutes les informations, puis on va vous revenir rapidement. Puis une petite dernière, justement, si ça coûte trop cher, est-ce que vous en avez un plan B pour le réseau là, on va commencer par Québec? avoir une rencontre et puis de discuter du projet, de la gestion du projet, puis du coût du projet. Donc, on va discuter de tout ça, là, puis on répondra ensuite à vos questions. Vous avez dit que c'était inquiétant, 8,4 milliards tout à l'heure. Oui, c'est toute Qu'est-ce une qui est augmentation. inquiétant là-dedans? C'est beaucoup d'argent là, par rapport à ce qui était prévu. Est-ce que c'est moins inquiétant? C'est inquiétant aussi, oui. On passe en anglais, Franca Miniaca Global. Surtout que là, je ne suis pas certain, là, mais on me dit que là, on a enlevé toutes les provisions d'imprévus et tout ça. Là, donc, mais je veux voir ça, là. Je n'ai pas vu le détail. Hein. Pardon? Bien, il faudrait que je voie le détail avant. Là. Je m'excuse d'être plate comme ça, là. Moi, je n'ai pas. Vous avez eu l'information. Votre gouvernement a eu l'information déjà. Je n'ai pas l'information de son projet de 8,4 milliards. Hein. Une dernière question en français, Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. Pour revenir à l'immigration temporaire, si on décortique ça, là, je comprends, là, 134 000 demandeurs d'asile, c'est difficile de contrôler ça, évidemment. On ne contrôle pas qui arrive. Comme beaucoup trop. Là, on a plus que le double de ce qu'on devrait avoir. Oui, non, mais je veux dire, vous ne contrôlez pas le nombre de personnes qui arrivent à l'aéroport. Non, mais rappelons-nous, l'année passée, il y avait une partie des demandeurs d'asile qui étaient transférés à Niagara ou ailleurs dans d'autres provinces. Donc, il faut quand même tenir compte de ça. Les étudiants, 118 000. Bien là, avec les mesures qu'on met en place, la combinaison francophone-anglophone risque de changer aussi. Mais là où je voulais en venir, c'est que donc 134 000 demandeurs d'asile, donc il y a peut-être des choses à faire, là, mais c'est un peu plus difficile de contrôler ça. Le PTET, là, vous annoncez la mesure pour le renouvellement des permis. Est-ce que le vrai problème, c'est pas le PMI, au fond? Parce que là, vous demandez au fédéral de faire la même chose. On voit que le fédéral, jusqu'ici, n'a pas nécessairement été réceptif à beaucoup des demandes en matière d'immigration. Là, il n'y a pas de plafond à ce programme-là. Le PMI, c'est 119 000. Là. Ce qu'on demande, c'est que le fédéral fasse comme nous, donc lors d'un renouvellement, après 3 ans, qu'on exige, qu'on demande un test de français. Là. Donc, c'est ce qu'on demande au gouvernement fédéral. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de plafonner le nombre d'admissions dans ce programme-là, justement, avec le fédéral? Ou... Bien, ça peut faire partie des discussions. Là. Bien, nous, l'approche qu'on veut prendre, là, c'est de dire avec les temporaires, c'est raisonnable de dire que vous avez 3 ans pour apprendre le français. C'est ça l'approche qu'on veut prendre. L'autre question que je voulais vous poser concernant le